aujourd'hui, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont des gens croyants, des gens de foi, qui sont en train de prendre position dans le gouvernement américain, et notamment des catholiques. Alors, je vais vous arroser de tas de statistiques, je pense, et je vais chercher à ne pas faire trop de statistiques en même temps, parce que quelque part, ça sert à rien d'avoir que des statistiques, mais je vais chercher à les interpréter d'une certaine façon pour qu'on puisse les comprendre ensemble. Euh, Moi, je ne pense pas que le fait de choisir des gens d'une foi ou d'une autre va amener les solutions entières. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de gens qui nous diraient qui nous feraient croire que c'est la première fois. Allez, prenons une partie du gouvernement. Prenons la Cour suprême. Aux États-Unis, il y a le Congrès avec le Sénat, c'est la partie législative. Il y a la partie exécutive qui est le président avec tout son cabinet, tous ses ministres, etc. Et la troisième partie, c'est la partie de la Cour suprême et ce qui découle de la Cour suprême, c'est-à-dire tous les juges fédéraux à travers tous les États-Unis. Comment est-ce qu'on s'en souvient? On apprend ça à l'école, du moins on l'apprenait à mon époque. Aujourd'hui, on a tendance à plus apprendre beaucoup de choses, mais bon, peut-être que ça va revenir. Mais on disait que le Congrès et le Sénat font les lois, le président applique les lois, et ensuite, en cas de conflit, la Cour suprême et la partie judiciaire du gouvernement interprètent les lois. C'est comme ça dont on se souvient du tout. Eh bien, la Cour suprême, aujourd'hui, il y a 9 juges à la Cour suprême, dont un juge en chef. Il n'a pas plus de votes que les autres, mais c'est lui parfois qui va donner le penchant si on doit étudier tel ou tel cas à la Cour suprême. Donc il a quand même certains pouvoirs qui ne sont pas négligeables. Eh bien, à la Cour suprême, aujourd'hui, ça dépend comment on compte, mais on pourrait dire qu'il y a au moins 6 catholiques sur les 9 juges, et peut-être même 7. Parce qu'il y a Gorsuch, qui est né catholique, mais qui ensuite s'est converti à l'épiscopalianisme, qui est un mot américain pour l'anglicanisme, donc qui est anglican maintenant. Mais on ne sait pas assez de choses sur sa vie privée pour savoir s'il continue à aller à l'église catholique ou anglicane en ce moment, etc. Mais il y a des souches. Il y a Barrett, qui est une femme, qui, elle, a été nommée par Trump dans son premier mandat, qui est catholique pur. Il y a John Roberts, qui est le chef de la Cour suprême, qui est catholique également. Il y a Robert Alito, qui est catholique également, et qui, lui, a été nommé par Bush Senior. Le plus ancien, qui est à la Cour suprême aux États-Unis, a été nommé en 1991 par Bush père. Et c'est Clarence Thomas, qui s'avère être noir, et qui, lui, est né catholique. Ensuite, il s'était converti à un groupe chrétien évangélique, très charismatique et tout cela. Et il était ça quand il avait été nommé à la Cour suprême. Et ensuite, vers la fin des années 90, il est revenu au catholicisme. De toute façon, sa femme était toujours catholique. Et donc, il a été catholique depuis. Il y a également Sotomayor, qui est d'origine hispanique, qui a été nommé par Biden. Non, elle n'est pas nommée par Biden, Sotomayor. Elle a été nommée par Obama, pardon. Et elle est catholique également, mais elle est très de gauche. Ça veut dire que ce n'est pas une garantie que si les gens veulent être catholiques, ils votent plus de gauche ou plus de droite. Mais on va examiner ça quand même parce que ça risque d'être assez important. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, Kavanaugh. Kavanaugh, en plus d'origine irlandaise, tout ça avec son nom, lui, il est catholique également. Et il y a que Kagan qui reste, qui, elle, est juive. Donc, on a 6 ou 7 catholiques, ça dépend si on pense que Gorsuch
et catholique ou pas. Et puis il y a la dernière, Ketanji Jackson, qui est protestante. Voilà. Et qui est très de gauche. Et qui a été nommée par Biden. Parce que c'est les présidents qui nomment les membres de la Cour suprême. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir la présidence. Il y a des gens de la Cour suprême qui vont disparaître, etc. Il y a des gens qui pensent d'ailleurs que Trump, sous ce mandat de Trump, il faudrait que Clarence Thomas, comme il commence à être très vieux, et c'est le plus ancien à la Cour suprême depuis 91 maintenant, ça veut dire il y est depuis 34 ans, et ça serait bien qu'ils donnent sa démission, parce que sinon leur mandat, il est jusqu'à leur mort, si on veut, qu'ils donnent sa démission pour que Trump puisse en nommer un qui soit un peu dans la même veine. C'est très, très difficile, parce qu'à mon avis, Clarence Thomas, de loin, est un des meilleurs membres de la Cour suprême qui ait jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il est très fidèle à la Constitution, il reste dans la droite ligne, et c'est un homme hyper droit. Et il a fait certains speeches d'ailleurs sur ce que c'était pour devenir membre de la Cour suprême, etc. C'est un type extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion de connaître des gens très proches, notamment un ami avocat, qui était très proche de Clarence Thomas également. Et ça, c'était pendant les années 90, juste après qu'il soit nommé. Et donc, j'ai tendance à avoir confiance dans l'opinion de cet ami-là. Et donc, ça c'est important de le signaler, que j'ai peut-être un aperçu un peu plus approfondi sur la personne. Donc là, il y a un membre, il y a un nombre de catholiques qui est immense, c'est-à-dire, on dirait, il y a au moins 2/3, sinon plus, c'est-à-dire, il y a au moins 67%, ou il y a 78%, si on veut, si on compte qu'il y en a 7 sur 9, qui sont catholiques. Alors que la population catholique du pays est entre 22, 23, 24% selon les sondages. Donc, on dirait que les catholiques sont surreprésentés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui a foncièrement changé? On sait que, à l'origine, les États-Unis étaient un pays bien plus protestant, que les premiers membres du gouvernement étaient protestants, etc., qu'il y avait très peu de catholiques, et il y avait un genre de méfiance naturelle des catholiques, parce que on considérait que les catholiques considéraient que le pape était le chef suprême sur terre pour les catholiques, et ça posait des problèmes à beaucoup de protestants. Ceci dit, il y a eu des catholiques qui étaient déjà à la Cour suprême. Le premier catholique qui avait été nommé à la Cour suprême, et en plus, il était juge en chef à l'époque, c'était Roger Taney, qui avait été nommé en 1836 par le président Andrew Jackson. Et Andrew Jackson était une grande figure évangélique à l'époque, et extrêmement charismatique et vraiment très populiste. Un peu dans la même veine que Trump aujourd'hui, si on veut. Et donc, peut-être qu'il y a une ressemblance là, quelque part derrière. Mais, à mon avis, ça serait quand même faire un excès de zèle que de se voiler la face et de dire qu'il n'y a pas une influence grandissante du catholicisme dans la présence du gouvernement aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Regardons les faits. Tout d'abord, sur le plan gauche-droite, parce que je ne sais pas comment dire autrement, démocrate, républicain, quoi que ce soit, etc., parmi les catholiques aux États-Unis, il y a une division qui est la suivante. 47% des catholiques se sentent républicains, 50%, c'est le sondage, se sentent démocrates, et 3% sans opinion là-dessus. Alors ça veut dire qu'ils sont légèrement plus démocrates que républicains. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens, parce que en France, au moins, la plupart du temps, quand on pense à des catholiques très fervents, très religieux, on a tendance à penser à des gens plus conservateurs.
Ben, aux États-Unis, c'est vrai, c'est pas vrai. Premièrement, la notion de conservatisme aux États-Unis est autre que ce que c'est en France ou en Europe. Et il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'il y a autant de démocrates? C'est parce que presque systématiquement, les premières générations d'immigrés sont toujours démocrates au départ. Nous, quand on est arrivés aux États-Unis et on était devenus américains, etc., moi j'étais gamin, hein, donc je n'avais pas mon mot à dire, tout ça. Mais mes parents avaient décidé de voter démocrate au départ. Et Reagan était le premier président pour lequel ils avaient voté qui était républicain. Puis après, ils sont devenus très républicains. Après, mon père est décédé, mais ma mère est toujours restée extrêmement républicaine tout le long. Et ça, c'est vrai pour pas mal d'immigrés. Ils commencent démocrates. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les immigrés vont arriver et prendre des travails assez durs que les Américains sont là depuis un bout de temps ne vont pas faire de la même façon. Parce que quand on est immigré, ben, on veut gagner sa vie, on veut survivre, on veut faire ce qui est nécessaire. Et donc, on va avoir tendance à être syndiqué, surtout parce qu'on arrive dans les grandes villes. Et ça, c'est important à comprendre. On va habiter en appartement, pas dans des maisons. Ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on parte ailleurs, avoir des maisons, etc. Et donc, c'est une question de style de vie, etc., qui a tendance à correspondre à un côté plutôt qu'à un autre. Donc, il y a toute une partie de la population, quand elle arrive d'abord, elle va être économiquement opportuniste et va se placer de tel ou tel côté. C'est plus tard qu'il va y avoir des considérations bien plus sociales, comme l'avortement, qui est un sujet énorme aux États-Unis, et pour la plupart des catholiques, l'avortement, c'est l'horreur aux États-Unis. Pas tous. On sait, par exemple, que Biden, qui était un catholique, était complètement pro-avortement. Ce qui est très dur à comprendre pour la plupart des Américains. Parce que, alors vous allez me dire, parce que ça c'est très difficile à comprendre en France là-dessus, quand on parle de sujets comme l'avortement, parce que l'IVG est complètement accepté en France comme si c'était une lettre à la poste et c'était absolument normal. Aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est un des sujets qui est les plus difficiles. Et c'est pas seulement une question religieuse, c'est parce que c'est quelque chose qui est inhérent aux principes initiaux de création des États-Unis dans la déclaration d'indépendance qui a été écrite par Thomas Jefferson et que il y a eu 50 et quelques signataires de ce fameux truc. On sait toujours plus si c'est le 3, le 4 ou le 5 juillet, mais on fait ça le 4 juillet. C'est le jour de l'indépendance et c'était la déclaration d'indépendance qui était signée par tous ces gens-là. Et dedans, c'est écrit, nous considérons qu'il y a des droits qui nous sont octroyés par notre Créateur, des droits inaliénables. Ça veut dire que personne ne peut nous les enlever. Pas un État, pas un gouvernement, personne. Et qui nous ont été donnés par notre Créateur, qui sont les droits à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Les Américains prennent ça très sérieusement. D'ailleurs, moi étant américain, vous m'entendez parler, pour moi ça m'émeut énormément. Et sur ce plan-là, je suis encore plus déclarationniste que constitutionnaliste en Amérique. Parce que la Constitution, c'est déjà la loi. Mais avant la loi, il y a les principes qui viennent avant la loi, et les principes sont dans la Déclaration d'indépendance. Et donc, la vie, c'est le premier droit qui nous est octroyé. Du moins, c'est ce qu'on croit en tant qu'Américains, mais on le croit pour tout le monde, qui nous est octroyé par notre Créateur. Et c'est un droit inaliénable. Personne ne peut nous le prendre. Le premier, c'est la vie. Et pourquoi est-ce que le premier, c'est la vie? Parce que les autres n'ont pas de sens s'il n'y a pas la vie d'abord. S'il y a la vie, après, on peut être libre. Mais il faut la vie d'abord. Et c'est pour ça qu'on dit, si on ne sauvegarde pas la vie, si on autorise un avortement, c'est-à-dire avorter quelqu'un sans sa décision, parce que par définition, quand on avorte quelqu'un, il peut même pas décider, ben, il n'a pas droit à la vie. Vous voyez? Donc c'est une considération philosophique extrêmement profonde.
Peut-être que beaucoup d'entre vous n'allez pas être d'accord avec moi. Dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord. Mais pour moi, je suis obligé de vous parler de ce en quoi je crois profondément, du fin fond de mon cœur, en tant qu'Américain, en tant que croyant, et je crois beaucoup à la déclaration d'indépendance, que c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça que ce sujet au droit à la vie est tellement important aux États-Unis. Et là, il y a beaucoup de catholiques qui se retrouvent derrière tout ça. Pas tous. Comme j'ai dit, on a les Biden, les Pelosi, etc., qui, eux, sont en faveur de l'avortement. Mais il y aura toujours des cas. Et c'est tout comme il y a énormément de catholiques très de gauche, marxistes, parce que il y a la tendance de la théologie de la libération qui est née en Amérique latine, surtout en Argentine et au Brésil, et qui s'est répandue à travers le monde partout après ça. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui abondent dans ce sens. Et on peut voir chez tous les membres, chez tous les catholiques qui sont membres du gouvernement de Trump, je vais même pas parler du Congrès, du Sénat, parce qu'on peut pas dire que c'est le gouvernement de Trump, mais tous ceux qui sont dans les ministères qui sont catholiques, il y en a un bon nombre. Il y a à peu près le même nombre que sous Biden, mais c'est pas les mêmes catholiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que d'un seul coup on commence à avoir des catholiques qui sont bien plus branchés dans leur catholicisme et qui considèrent qu'ils vont agir de cette façon-là? Ben, c'est un phénomène qui est très intéressant. Euh, les États-Unis, historiquement, ont été un pays où les gens ne votent pas beaucoup. Je parle en pourcentage. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les gens de d'autres pays. Mais aux États-Unis, c'était très courant d'avoir des gens qui vont, où il va y avoir que 40% ou 45% des gens qui vont voter, il va y avoir une majorité des gens qui ne votent pas. C'est pas qu'ils s'abstiennent, ils ne votent pas. Ça ne les intéresse pas. Alors, pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont profondément croyants et qui considèrent que les affaires d'État, ça ne les regarde pas, parce que ce qui les regarde d'abord, c'est leur relation avec Dieu et c'est le rôle de Dieu dans leur vie, etc. Vous allez me dire, mais c'est très naïf ça et tout ça. Que ça soit comme on veut, moi je vous explique le fonctionnement et pourquoi les gens pensent de cette façon-là. Parce que je crois que c'est important que je partage ça avec vous pour que vous compreniez comment fonctionne l'Amérique, parce que la plupart des gens en dehors de l'Amérique ne comprennent vraiment pas le leitmotiv et le pourquoi du fonctionnement américain. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre sur ce plan-là. Maintenant, au fil des dernières décennies, il y a eu des choses qui ont changé. Parce que ça, c'était vrai parmi les catholiques qui n'allaient pas voter autant. C'était vrai également, surtout parmi les évangéliques qui n'allaient pas voter du tout. Alors, l'Église catholique, bien plus établie, avait tendance à mobiliser leurs troupes, à aller voter quand même plus facilement et d'une façon très subtile, etc., que les églises évangéliques, qui, elles, avaient tout le temps peur qu'on leur enlève leur statut d'organisation à but non lucratif, et donc ils ne voulaient surtout pas parler de politique à partir de la chair de l'Église. Mais quand quelqu'un comme Reagan a été élu, il a été élu sur une forte poussée et portée des évangéliques. Juste avant Reagan, Carter lui-même était évangélique. Donc d'un seul coup, les évangéliques ont dit on peut se mobiliser et gagner en politique également, et c'est ce qui s'est passé. Et donc les évangéliques, surtout les évangéliques charismatiques, ont été un précurseur de ce qui s'est passé dans l'Église catholique également. Et aujourd'hui, c'est en train de se passer dans l'Église catholique, où il y a une mobilisation de catholiques qui sont extrêmement actifs dans leurs églises, pas seulement le fait d'aller une fois par dimanche à la messe, etc., mais qui même en semaine vont y aller, faire des tas de choses,
sont très actifs dans des œuvres caritatives catholiques. Bref, il y a une activité qui est très forte. Et on le voit dans les familles. Moi, j'ai beaucoup d'amis catholiques aux États-Unis où c'est normal d'avoir 12, 13 enfants. C'est courant. D'ailleurs, dans, dans le cabinet de Trump, Sean Duffy, qui est le ministre des Transports, s'est fait prendre en photo et il a 9 enfants. Robert Kennedy Jr. Sort d'une famille où est un de 11 enfants. Parmi les catholiques aux États-Unis, c'est très courant. On croyait que c'était toujours que les Mormons. Non, les familles catholiques ont plus d'enfants. Les familles catholiques réellement catholiques, hein, ceux qui fonctionnent vraiment avec un catholicisme, où ils appliquent ça dans leur vie. Surtout, il y a un grand nombre d'enfants. Pourquoi? Parce que les catholiques, traditionnalistes, je ne peux pas dire traditionnalistes parce qu'en France, on va associer ça à d'autres mouvements qui sont des mouvements de contestation par rapport à certaines choses ici. Mais aux États-Unis, c'est bien plus facile d'être un catholique traditionnaliste parce que les gens vont dire comment est-ce qu'on peut être autre chose? Et si on reste dans le catholicisme, qui pour les catholiques est la vraie foi, autant que ça sera la vraie foi. Et donc dans la vraie foi chez les catholiques, il y a, on n'est pas seulement contre l'avortement, mais on est également contre la contraception. Et tout cela. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les débats parce que sinon, ça serait bien trop long pour parler de ça. Et puis, de toute façon, ça ne vous intéresse pas de connaître mon opinion là-dessus non plus. Parce que moi, je peux avoir des opinions divergentes sur tous ces sujets, mais pour moi, mon rôle dans Point de rupture, c'est de vous amener des tas d'éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Mais on peut voir qu'il y a une grande mobilisation de toute la force catholique derrière tout ça. Alors, c'est pas parce que Trump est catholique, parce que Trump n'est pas catholique. Par contre, sa femme l'est. Melania est catholique. Et quand ils se sont mariés, Melania avait décidé, au lieu de porter un bouquet de fleurs entre les mains, comme la jeune mariée, etc., elle avait décidé de porter son rosaire, son chapelet. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de podcasts comme ce que je suis en train de faire là, mais qui sont uniquement religieux, uniquement catholiques. Il y en a également non catholiques et religieux, évangéliques, etc. Mais maintenant, il y a une recrudescence du catholicisme et qui fonctionne d'une autre façon. Parce que l'avantage du catholicisme par rapport aux évangéliques, sur le plan stratégique, c'est que le catholicisme a une structure qui date depuis longtemps, a une liturgie qui date depuis longtemps. Donc, on sait mettre en place des gouvernements, des structures opérationnelles qui existent. Alors que du côté évangélique, on ne sait pas faire ça. On est un peu plus mu par l'esprit, par une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec l'Esprit Saint, mais c'est bien plus difficile de rassembler plein de gens hyper enthousiastes, mais qui vont courir dans tous les sens, si j'ose dire. Pas par manque de respect, je dis ça, parce que, de nouveau, je me sens très proche de ce côté-là également. Je me sens très proche des deux côtés, pour tout vous dire. Et ce qui ne m'empêche pas d'avoir des amis athées avec lesquels j'arrive à discuter. Et les pauvres, je leur dis, il n'y a rien de pire que de mourir athée parce que on se retrouve bien habillé, nulle part où aller. Donc, c'est quand même difficile. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais vous n'aurez aucun jugement de ma part parce que de toute façon, le jugement n'appartient pas, il appartient à Dieu et nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce qui est en train de s'opérer sur le plan catholique est un phénomène de société aux États-Unis. Et je pense que Trump, dans sa compréhension d'une organisation plus approfondie,
Ça ne le dérange pas du tout de s'entourer de catholiques structurés parce que ça lui permettra de fonctionner comme il faut. Mais beaucoup de ces catholiques sont allés même goûter ailleurs pour voir comment ça se passait, plutôt que de tout simplement avoir été catholique de A jusqu'à Z. Par exemple, Marco Rubio, qui est d'origine cubaine. C'est ses grands-parents qui, à l'origine, étaient même des immigrants illégaux qui ont été légalisés, etc. Et donc, il fait partie de toute cette population qui existe en Floride, qui est d'origine cubaine. Et c'est pour ça qu'il était sénateur de Floride juste avant d'être ministre des Affaires étrangères. Mais pendant un certain temps, sa famille a vécu au Nevada, à Las Vegas. Et pendant qu'ils ont vécu à Las Vegas, au Nevada, ils ont fréquenté, pendant, je crois, 3 ans ou quelque chose comme ça, des églises mormones. En même temps, juste après, ils avaient découvert des églises évangéliques auxquelles ils étaient allés, mais ils sont revenus vers la foi catholique par la suite. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut être mormon et Las Vegas? Parce que d'un côté, les mormons, du moins les Français, voient les mormons comme hyper stricts sur des tas de choses. Ils n'ont pas tort, par certains côtés. Et il dit, et Las Vegas de l'autre côté. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant. C'est que Las Vegas a été fondé par les mormons. Et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le sénateur du Nevada, Harry Reid, qui était le chef du Sénat pour les démocrates, il était démocrate, ce qui était vraiment très curieux, était un mormon. Alors les mormons sont très structurés, etc. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails des mormons, sinon il faudra que je vous parle de toutes les foi qui occupent. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important aux États-Unis. Il ne faut pas le négliger. Si on néglige la foi et les croyances qui viennent par la foi, on ne comprendra jamais les États-Unis. Cherchez à comprendre d'abord le fond de la croyance et surtout la structure de la croyance des Américains et vous trouverez leur force. C'est un Français, Alexis de Tocqueville, un Normand, qui est allé aux États-Unis et qui a voulu étudier plein de trucs pendant la première moitié du XIXe siècle, les années 1830-1840. Il a passé plusieurs années aux États-Unis à étudier les États-Unis de l'époque parce qu'il était émerveillé par cet exercice en République démocratique, ou plutôt en République, et il disait, mais je voyais une force s'élever qui allait être un exemple pour le monde. Et c'est là où les Français sont toujours très forts, dans leur capacité d'analyse de certaines situations, de mettre le doigt sur ce qui est en train de se passer quelque part. Et lui a regardé ce qui se passait aux États-Unis, il a dit, j'ai cherché la réponse à la force de l'Amérique dans ces usines, je ne l'ai pas trouvé là. J'ai cherché dans ces champs, chez les fermiers, et je ne l'ai pas trouvé là. J'ai cherché dans ces écoles, et je ne l'ai pas trouvé là. Il a donné encore plus d'exemples, il dit, c'est du haut de ces ambones d'église que j'ai compris la force de l'Amérique. Et ça, c'est très intéressant. Donc, si on veut comprendre quelque chose qui donne la force, qui transcende les soucis quotidiens pour pouvoir faire bien plus, ben, il faut comprendre que la foi, elle est là. Et la structuration très forte du catholicisme permet à quelqu'un comme Trump de s'appuyer sur des gens sur lesquels il peut compter.